France Culture, jusqu'à 6 h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Les microgrammes de Robert Walser dans les jeudis littéraires de Pascal Casanova. Robert Walser, 1878-1956. Écrivain né en Suisse de langue allemande. Il fut contemporain de Kafka qu'il admirait. Robert Walser passionne aujourd'hui de très nombreux lecteurs. Il écrivait en prose, le plus souvent, ce qu'il appelait ses poèmes. Ses textes sur des bouts de papier, intitulés microgrammes, sont l'objet de l'émission. En effet, la dernière grande période de son écriture se présente en un millier de feuillets couverts d'une écriture très fine, difficile à déchiffrer au crayon. L'écriture paraît se donner comme une infraction, un délit. Elle se dissimule, et déjà, pour son auteur. L'écriture déstructure et réorganise l'espace, le temps, la langue. Elle se fait geste, crayonnage, tracé, caprice, secousse, pensée sauvage. Les jeudis littéraires de Pascal Casanova se penchent sur la traduction en français par Marion Graff de ce livre « Les microgrammes » de Robert Walser, Territoire du crayon, édité aux éditions Zoé à Genève en 2003. Les jeudis littéraires, Pascal Casanova. Aujourd'hui, les microgrammes de Robert Walser. Et autour de la table, Peter Utz, qui est professeur de littérature allemande à l'université de Lausanne et qui est spécialiste de l'œuvre de Robert Walser. Il a choisi les proses des microgrammes de Robert Walser et il a postfacé le volume qui sort aux éditions Zoé sous le titre « Le territoire du crayon, prose des microgrammes ». On est aussi avec Marion Graff, qui est critique littéraire au Temps et qui, elle, est la traductrice des proses des microgrammes présentés dans ce volume, et aussi avec Arnaud Dehay, qui a lu ce volume de Robert Walser. Avant d'entrer plus précisément dans les microgrammes eux-mêmes, ce serait bien si on pouvait rappeler un tout petit peu pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément l'œuvre de Walser, qui il est et quel a été son très étrange parcours, parce que en général, par exemple sur les 4e de couverture, sa vie est résumée en 3 lignes. Et on signale toujours d'ailleurs qu'il est mort le jour de Noël. Ce sont le genre de choses qui font les mythologies littéraires. On voit pas bien ce que ça veut dire, mais enfin, sans doute il y a une sorte de fétichisme littéraire derrière ce jour de Noël. Et donc, on présuppose qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans sa vie par ces 3 lignes. Il s'est passé beaucoup de choses, mais effectivement, il y a aussi beaucoup de mythes autour de sa vie. Donc, mais on peut aussi quand même rappeler certains faits. Donc, il est né dans une petite ville bilingue à la frontière linguistique en Suisse, à Bienne. En 1878. 78, oui. Et puis, né d'une famille nombreuse, de la classe moyenne, un peu en difficulté économique. Puis, donc, il a fait un apprentissage de commis parce qu'il avait une belle écriture. Peut-être ça serait un sujet, on pourrait revenir. Et puis, mais très vite, il s'est intéressé à l'écriture, d'abord
au théâtre, mais c'était une carrière qui n'a pas marché, donc un projet de carrière qui n'a pas marché. Puis il est parti... Son frère était quelqu'un qui faisait du théâtre, non? Appartenait à l'avant-garde théâtrale, par exemple? Oui, non, il était donc son frère, le frère le plus... avec le plus de succès, en fait, c'était Karl Walser, Charles, donc son frère, qui était peintre et qui était décorateur de théâtre à Berlin. Et c'est lui qui lui a frayé aussi un peu le chemin à Berlin, donc après le tournant du siècle, donc en 1905, dans les milieux esthétiques, littéraires de l'avant-garde berlinoise de l'époque. Et Robert, qui arrivait là, donc à la suite, sur les traces de son frère, était très vite plongé vraiment au cœur même du mouvement avant-garde. Il avait aussi accès aux meilleurs éditeurs de son temps, donc il ne faut pas parler de marginal à ce propos ou dans cette époque. Il avait beaucoup de chance. Comme oui. Quelqu'un de coupé et de solitaire, quoi. Non, ouais. Justement, c'était bien le contraire. Dans cette période, il avait vraiment une carrière devant lui. Et ça, c'est quoi? C'est les années 10? C'est jusqu'aux années 10, en fait, c'est en 1912-13 qu'il y avait une crise dans son écriture. Mais il faut peut-être rappeler encore que les 3 romans que nous connaissons actuellement et qui sont peut-être ceux qui sont les plus introduites, donc ont été écrites pendant cette période-là. Entre 1907 et 1909, quoi. Ouais. Les 3 romans qui sont Les Enfants Tanner, Le Commis et l'Institut Beniamenta. Voilà. Et puis, beaucoup de feuilletons, donc de ces proses courtes qui, finalement, ont constitué la grande partie de son œuvre aussi plus tard. Mais donc, encore une fois, il est parti vraiment au cœur même du mouvement de la modernité allemande. Donc, il avait des conditions exceptionnelles pour un départ. Il était un homme très sollicité. Et il a été très lu, hein. Oui. On rappelle toujours, peut-être c'est un peu exagéré, que je sais pas, que Kafka avait été ébloui. En tout cas, on sait que Kafka l'avait admiré, que Broad aussi. Oui, donc c'est justement ces littérateurs de cette époque l'ont lu notamment dans les revues. Kafka l'a lu dans la Neue Rundschau, où il publiait par la suite lui-même. Donc effectivement, c'était quelqu'un qui s'est fait connaître. Mais il y avait après donc l'Institut Beniamenta, et après plusieurs incidences, il y avait aussi des problèmes avec son frère, etc. Il y avait une sorte de rupture, une crise qu'on ignore encore et toujours. Il y a peu de témoignages. Et puis finalement, il est retourné en Suisse en 1913, donc retourné dans sa ville natale. Mais il a quand même continué d'écrire, mais là, il y avait la Première Guerre qui le coupait d'une certaine manière de ce réseau littéraire allemand où il était quand même bien implanté. Donc il a dû se chercher de nouvelles voies en fait en Suisse, des éditeurs en Suisse. Donc tous les volumes qu'il a publiés par la suite ont paru chez des éditeurs suisses. Oui. Mais il a insisté donc, et en fait, donc il était toujours resté en contact aussi avec les milieux allemands. Et ce qui est intéressant pour nous, et notamment dans la perspective des microgrammes par la suite, en 1920, il a déménagé depuis Vienne à Berne, et là, de nouveau, il a essayé de recréer les contacts qu'il avait, notamment avec les journaux en Allemagne. Pour gagner sa vie aussi, je suppose. C'était pas pour les journaux suisses qu'il travaillait, c'était pour les journaux allemands? Il a travaillé pour les journaux suisses, notamment pour la Neue Zürcher Zeitung, qui était quand même le feuilleton littéraire de qualité en Suisse de l'époque. Mais les feuilletons allemands, notamment à Berlin, mais aussi à Prague, donc dans les milieux allemands de Prague, étaient pour lui un débouché encore plus intéressant. C'est là que Kafka l'avait découvert, oui, alors. Justement, oui, par ce biais-là. Et Broad l'a aussi connu comme ça. D'accord. Et donc on peut... Bon, il est très célèbre pour ce qu'il a appelé lui-même, je crois, ou je sais pas, où quelqu'un a appelé pour lui les petites proses. Alors ces petites proses sont une espèce de produit de la contrainte, c'est ce qu'il voulait faire, et en même temps c'est ce qu'on lui demandait de faire, la forme du feuilleton. Donc quelque chose de court. Oui, c'est ça? C'était en fait ce genre littéraire qui s'est créé vraiment dans cette période, et il faut quand même distinguer le feuilleton donc du roman feuilleton qui est bien ancré connu donc dans le monde francophone. Le feuilleton littéraire de cette période-là en Allemagne, c'était la chronique brève, 1 page ou 2 pages, en bas de page, publié en bas de page, un genre très libre mais aussi très littéraire. Il faut se rappeler que les grands écrivains de cette période-là étaient surtout aussi des feuilletonistes, donc il n'était pas du tout le seul. Mais manifestement, d'après ce qu'on comprend entre les lignes, par exemple, dans les microgrammes, sa signature n'était pas reconnue. On ne savait pas très bien qui il était quand il publiait dans ses journaux.
C'est ça le problème du feuilletoniste. En fait, il repart très vite dans l'anonymat, donc il disparaît dans l'anonymat. Ces chroniques quotidiennes, finalement, ne font pas la gloire de l'écrivain pour l'éternité. C'est effectivement le problème qu'il avait. Donc à Berlin, il y a eu un semi-échec, et ensuite il se tourne vers, on ne peut pas parler de journalisme, mais du feuilletonisme, qui lui aussi est une sorte d'échec, en tout cas pour la réputation littéraire d'un écrivain. Oui, pour la consécration littéraire, effectivement, mais je pense que Walser était quand même très conscient du problème, mais aussi de la richesse et des possibilités de ce genre, et finalement, il s'y est fait. Donc, il a fait des tentatives encore de publier des recueils de ses proses dans les années 20. Oui. Il a aussi réussi à placer un auprès de Rowohlt, donc c'est La Rose, qui est aussi traduit d'ailleurs. Un très grand éditeur. Oui, donc de nouveau, on voit qu'il n'était quand même pas en marge donc, au niveau éditorial. Mais d'autre part, effectivement, je pense que ce genre-là et ce genre de commerce lui convenait à la fin. Il s'y est fait, c'était une contrainte, mais il s'est quand même, à partir de cette contrainte et à travers la contrainte, finalement, il s'est créé son espace de liberté d'une certaine manière. Et puis alors, en 29, il entre dans une clinique. Et on sait qu'il n'en ressort pas, en gros, quoi. Il meurt en 56. Donc il y a deux étapes. Jour de Noël. Il y a deux étapes à distinguer. Donc il y a l'entrée dans la Waldau, c'était la clinique à Berne, qu'il est entré d'une manière plus ou moins volontaire. L'histoire est assez complexe. Ah bon. Mais donc il a cherché une sorte de refuge. Effectivement, il y avait une période où il avait des dépressions, on dirait aujourd'hui peut-être, ou des difficultés. Il était aussi un homme solitaire dans cette période, c'est clair. Et dans cette période de la Waldau, il a continué à écrire, donc il a continué son commerce aussi qu'il entretenait avec les éditeurs. Il a d'ailleurs toujours utilisé l'ancienne adresse donc pour juste ne pas donner l'impression que c'était un interné qui parlait, qui leur envoyait encore des textes. Et puis donc en 1933, il était déplacé, et ça c'était contre son gré, il était déplacé à Herisau, donc dans l'est de la Suisse, en fait c'est le canton d'origine, et là effectivement il a, d'après ce que nous savons aujourd'hui, il a complètement arrêté d'écrire, mais on a encore et toujours ces témoignages qu'a collecté son futur tuteur Karl Selig. Donc il y a les fameuses promenades de Robert Walser avec Karl Selig qui finalement font état d'un homme très très attentif à tout ce qui se passait autour de lui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter, Marion Graff, sur cet itinéraire biographique rapidement résumé de Walser? Peut-être ce que je pourrais dire, c'est que dès ses toutes premières publications, qui sont des poèmes, mais juste après les rédactions de Fritz Kocher, on sent que Walser est profondément proche de la petite forme, puisque même les romans de plus longue haleine, si on veut, sont composés à partir de petites scènes, au fond, dans cette contrainte de la petite forme. Donc il y a une attirance particulière de Walser qui n'est pas seulement due, je crois, aux circonstances, pour cette petite forme. Et pour essayer de caractériser cette écriture, on pourrait dire qu'il y a une cohérence assez extraordinaire entre cette petite prose, donc une prose modeste, entre guillemets, une espèce de posture d'écriture et une posture esthétique aussi qui serait, je sais pas, d'une modestie ironique, je dirais, hein, en général, dans ces proses, dans les textes de Walser. Ce serait sa griffe, quoi, ce serait sa marque, cette sorte de modestie revendiquée, en même temps qu'ironique, c'est-à-dire qui ne participe jamais de la naïveté, de la modestie. Oui, surtout pas naïf. Donc vous avez bien raison. Surtout, ce n'est pas de la naïveté. Peut-être c'est pas toujours de l'ironie. On ne le sait pas. Il est très très difficile, cernable dans cette modestie. Je dirais aussi un élément mimétique qui pour moi est très important. Donc en fait de se faire petit, mais tout en étant conscient qu'il y a d'autres dimensions. Donc, ironie, oui, mais d'une certaine manière, ironie, ça veut dire une souveraineté qu'il n'a pas voulu exprimer ou qu'il n'a pas voulu comme une attitude figée, comme ça. D'accord. Je pense aussi que le choix justement de cette forme brève était lié à sa vision du temps présent. Il était confronté à des écrivains de très grande envergure, de très grandes ambitions au point de vue du format de leurs romans. Et lui, il jugeait au contraire que la forme qui était la mieux adaptée à l'époque, c'était le minuscule, le petit. À mon avis, il est un auteur des écrits minuscules bien avant la lettre. Parce qu'il avait perçu là que c'était ce qui correspondait le mieux à l'esprit de l'époque et que le temps de l'emphase en particulier était complètement passé.
Non, c'était justement juste pour ajouter encore, n'est-ce pas? C'était une période qui se voulait, qui se déclarait la grande, n'est-ce pas? C'était la grande, die große Zeit, comme disaient en fait les Autrichiens, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est justement cette réaction-là, donc de se faire petit, c'est aussi par rapport à toutes ces ambitions que cette époque affichait à tort. Donc vous voulez dire après la rupture de la guerre de 14, quoi, après la... Oui, notamment, oui. Mais en fait, ces ambitions étaient déjà là. Arnaud Dehaye. Oui, cette modestie ironique, en fait, ironique, peut-être pas justement, mais cette modestie, en fait, elle parcourt toute son œuvre, hein, tant sur la forme que sur les sujets, mais aussi toute sa vie, c'est-à-dire ce choix d'exercer des métiers comme celui de commis, etc. Et c'est peut-être aussi ce qui peut expliquer, je sais pas, si le fait que la greffe n'est pas pris avec l'avant-garde berlinoise. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve, il me semble, sur la deuxième partie de sa vie, là, quand il est à Hérissao et interné, qu'il n'écrit plus et qu'on voit dans les promenades avec Carl Selig. Alors c'est peut-être un effet déformant aussi de porosité de Carl Selig au propos de Walser, mais c'est comme s'il continuait à écrire sans écrire. C'est-à-dire que les promenades sont presque comme une écriture. Ses propos aussi ont beaucoup de profondeur, tant sur l'actualité du moment que sur d'autres écrivains qui continuent à lire. Il lit beaucoup, en fait, durant cette période d'internement aussi. Oui, vous êtes d'accord avec ça, Peter Hutz? Tout à fait. En fait, je peux bien considérer les promenades comme une sorte de suite logique. Donc, à son œuvre, comme vous le dites, notamment aussi dans l'aspect de cette ouverture au monde. Donc, en fait, cette attention à tout ce qui l'entoure. Donc, c'est ça ce qui, pour moi, est assez important. Donc, de ne pas le considérer comme un néo-romantique. Et pour exclure la folie aussi. Oui. Bien évidemment, oui. Donc, c'est pas quelqu'un qui s'exclut, en fait, ou qui s'interne volontairement, pour ainsi dire, dans son propre monde à lui ou dans un monde imaginaire, mais plutôt, en fait, la porosité, c'est donc cette ouverture, c'est ce que j'appelais aussi la névrosité, cette ouverture, cette sensibilité au monde, aux tendances de son époque, sans pour autant de s'en faire l'esclave. Donc, en fait... on voit bien dans les entretiens avec Carl Selig, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui était attentif à ce qui arrivait notamment aux écrivains de la période, ce qui arrivait notamment au Troisième Reich, etc. Il a suivi ça d'une manière très très attentive. On peut rappeler que ces conversations, ces promenades avec... c'est les conversations avec Carl Selig sous le titre Promenade ont été publiées en français il y a quelques années aux éditions Rivage, oui. Traduction de Bernard Kreis. Voilà. Alors donc aujourd'hui on parle de la période des années 20. Puisque après son échec à Berlin, vous le disiez, enfin son échec relatif, il revient donc à Vienne et puis à Berne, il s'installe à Berne et donc il gagne sa vie en écrivant pour les journaux. Et puis on pensait que c'était tout, qu'on avait les recueils, et puis on a découvert assez tard, une liasse de papier très très bizarre, très mystérieux, dont on pensait jusqu'en 1972 que c'était des papiers totalement indéchiffrables. Et d'ailleurs ça corroborait l'hypothèse de la folie, une sorte d'écriture inconnue, illisible. Et puis en 72, on a déchiffré, je ne sais pas comment d'ailleurs à la loupe, ou je ne sais pas comment ça s'est passé, et on a découvert, comme dit Marion Graff, un continent entier, c'est-à-dire, vous dites, c'est l'équivalent de 4000 pages imprimées, puisque c'est une écriture illisible, parce qu'elle est, pas seulement minuscule, elle est microscopique, c'est ça? Elle est réduite à l'extrême, donc. Donc il faut d'abord peut-être rappeler l'historique un peu de cette liasse, qui est effectivement aussi un peu bizarre. C'est que la sœur de Walser a transmis justement cette liasse, donc, qui est constituée de 526 feuillets, en fait des papiers de toutes sortes, rassemblés dans un carton. Et cette liasse donc a été transmise par la sœur de Walser à son futur tuteur, à Carl Selig. Donc. Et c'est dans l'héritage de Selig qu'il lui croyait que c'était effectivement une sorte de cryptographie qu'il n'arrivait pas à décrypter lui. C'est à partir de comme cet s'il héritage... gribouillait tout seul dans son coin. C'est ça. Et donc que c'est effectivement quelque chose comme une écriture secrète, donc illisible, volontairement illisible. Et puis c'est l'éditeur des œuvres complètes, Jochen Greven, qui le premier a bien découvert que c'était tout à fait lisible, mais c'était une écriture donc manuscrite réduite à l'extrême, donc réduite, compressée d'une certaine manière comme de la sténographie. Donc vous dites même que les lettres elles-mêmes peuvent être, télescopées presque. Elles sont télescopées, oui. Elles sont les unes dans les autres, ce qui rend quand même le déchiffrage
roman, très très difficile. Ouais. Et puis, donc, la réduction à l'extrême dans la hauteur, n'est-ce pas? Donc, les derniers n'ont que 1 millimètre de hauteur, donc c'est donc extrême, mais c'est faisable. Et d'ailleurs, le déchiffrage se fait donc avec des loupes, etc. On peut lire avec ces des loupes. Oui. On peut les décrypter, mais c'est un microscope. C'est un travail absolument énorme qui a été fourni d'abord par Jochen Greven, qui a d'ailleurs, et ça c'est aussi assez important de rappeler, qui a découvert donc un roman tout entier dans cette liasse. C'est le roman qui a le titre Le Brigand des Räuber. Qui a été publié il y a quelques années chez Gallimard. Qui a été traduit donc. Et puis ce roman est en fait quelque chose que Walser a tenu absolument secret. Il n'en a parlé à personne. Donc on a découvert uniquement à travers la transcription de ces microgrammes qui avait effectivement dans ces feuillets, là, tout un roman, donc un ensemble de textes. De nouveau, en fait, c'est un ensemble qui est constitué de petits épisodes. D'accord, donc il y a un seul roman dans ces 516 ou 526 feuillets, oui. Surtout des petites proses, mais d'autres choses aussi, des poèmes. Il y a des poèmes, beaucoup de poèmes. En fait, Walser était aussi de nouveau devenu poète. Donc, il avait commencé comme poète, n'est-ce pas, avec la poésie, et puis il est retombé un peu dans une poésie assez bizarre et étrange dans les années 20. Oui. Et en plus, il y a des scènes dialoguées. Donc, ça, c'est encore une sorte un genre proche du théâtre. Oui. Mais un théâtre qui n'est guère destiné à la scène. C'est sans doute plutôt une sorte de jeu de dialogue. D'accord. Mais quand même, ces scènes dialoguées ont été mises en scène en Allemagne et même en français. Depuis maintenant. La découverte des microgrammes. Oui. D'accord. Donc, il y a deux choses à ajouter, au moins, sur ces microgrammes. C'est que il écrivait sur des papiers très étranges, se resservant de vieilles enveloppes, de journaux, de papiers en tête. Est-ce qu'il lui arrive d'écrire sur un papier blanc? Je pense qu'il y a des bouts de papier blanc. On ne sait pas de quelle provenance exacte. Il y a aussi des dos de calendrier, etc. Donc pour moi, en fait, ce qui est commun à ces paperasses, pour le dire comme ça, c'est leur caractère très éphémère, très fortuit. Et je pense que c'était un élément pour lui peut-être de sa façon d'écrire, de nous dire, là, dans ce territoire du crayon, il n'y a pour le moment rien de stable. En fait, c'est du provisoire, tout comme le support matériel. Donc c'est un premier jet, c'est une esquisse, c'est un brouillon, c'est ça? Oui. C'est comme ça que vous le comprenez? Oui, je pense. Mais pourquoi l'écrire si petit alors? C'est ça le mystère. Est-ce qu'on a des réponses à ça? Pourquoi est-ce qu'il écrivait comme ça naturellement, depuis longtemps par exemple? Est-ce que d'autres manuscrits étaient écrits petits? Est-ce qu'on sait ça? Est-ce que c'était une volonté de crypter ce qu'il écrivait? Dans la période ils se regardent tous les deux, là, ils disent quelle question absurde. Non, c'est la question que tout le monde se pose, parce qu'on n'a pas de certitude. Oui, justement, ça c'est la question. Donc, et Walser, même dans les quelques rares allusions qu'il a fait à ce système micrographique, comme il l'a appelé lui-même, donc ce système d'écriture, en fait, il n'a jamais fait état vraiment de ce qui nous frappe le plus, c'est justement ce caractère minuscule de ces lettres. Donc il n'appelle pas ça le système micrographique, mais le système du crayon. D'accord. Il fait aucune allusion à la micrographie. Il n'en parle jamais. Il n'en parle jamais. D'accord. Il parle de l'écriture au crayon, parce qu'évidemment tous ces manuscrits sont notés au crayon, alors qu'il avait une écriture à la plume magnifique, qui était justement l'écriture d'un calligraphe. Très lisible. Très lisible, voilà. Et là, pour lui, ce qui était important, c'était que tout à coup, il avait passé au crayon. Et le fait qu'il écrive en caractère minuscule, il l'a pas thématisé dans aucun document. D'accord. Et pour le crayon, justement, il dit aussi qu'il retrouve de la liberté par rapport à la plume, par le caractère non définitif, mais aussi, sans doute, il attache beaucoup d'importance au caractère physique même du travail. Comme si ça glissait mieux sur le papier. Ça glisse mieux, c'est probablement plus nomade, il doit pouvoir écrire dans la nature, je sais pas, on peut imaginer beaucoup de choses, et surtout, il n'y a pas ce recours incessant à l'encrier qui crée ce rythme binaire qui devait être peut-être un peu agaçant aussi pour les écrivains. Oui, ça c'est juste, en fait, ça le rapproche aussi un peu du dessin. Donc en fait, il a aussi confondu un peu écrire et dessiner, donc dans ce qu'il a dit par rapport au microgramme. Ça le rapproche peut-être aussi de l'enfance. Pour moi, c'est aussi lié un peu à une attitude enfantine, donc d'écrire directement au crayon.
peut-être aussi à quelque chose qui est provisoire, éphémère, donc tout comme le support évidemment, et quelque chose qui s'oppose, et ça c'est pour moi un élément clé, qui s'oppose justement au définitif. Donc le définitif, ça c'est l'encre, ça c'est l'instrument classique, en fait, donc aussi l'outil de travail du commis, c'est là où en fait c'est ce qu'on apprend à l'école, donc c'est la belle écriture, l'écriture qui doit rester, subsister, résister au temps. Le crayon, c'est le provisoire par excellence. Donc lui-même a dit, c'est le territoire du crayon, ce que vous disiez tout à l'heure, d'accord. C'était son territoire de liberté. Il l'a écrit dans une lettre adressée à un critique littéraire, Richner. Donc c'est un des très rares témoignages de Walser qu'on ait. Mais par contre, on sait que certains microgrammes ont été recopiés par lui à la plume, puis publiés. C'est-à-dire qu'on sait que ça avait quand même une fonction, disons, d'esquisse, puisqu'on a la preuve que certains ont été repris par ailleurs, c'est ça, en changeant de support. Non, tout à fait. Donc il se relisait lui-même parfaitement bien. Il n'avait pas besoin d'une loupe, par exemple, pour ça, lui, à votre avis? Oui, là, il y a un nouveau mystère, un autre mystère. Effectivement, on sait qu'il avait une mémoire... Il avait des lunettes? Non. Mais il avait une mémoire excellente. Et je pense que ces microgrammes lui servaient justement une sorte de mémoire. On sait aussi par rapport à ses transcriptions à la plume après, donc il s'est trompé, il ne s'est pas toujours bien lu, lui. Mais pour lui, c'était le support qui lui permettait de reconstituer, à travers sa mémoire excellente, le texte encore. Donc en fait, le fait de recopier un texte, c'était quelque chose qu'il voulait. Comme une deuxième étape très très bien séparée de la première étape, l'étape créative, et puis après il y a quelque chose de presque un peu mécanique. En fait, c'est comme s'il y avait d'une part, d'un côté l'écrivain et de l'autre côté le commis, pour ainsi dire, le commis qu'il était aussi dans le temps, n'est-ce pas? C'était sa première profession, et sa belle écriture justement là, en fait, destinée à cette deuxième profession. Je pense que, on n'a que des hypothèses par rapport à la micrographie elle-même, mais une des hypothèses qu'avancent les déchiffreurs des microgrammes, qui ont donc vécu pendant près de 20 ans en symbiose totale avec ces textes qu'il s'agissait de déchiffrer à travers plusieurs lectures, relectures, tâtonnements, etc. Ils disent que ce qui est frappant, c'est que pour arriver à une écriture aussi petite, il faut une extrême lenteur. Donc que probablement, c'était pas du tout griffonné, mais au contraire, Walser s'immergeait dans une sorte d'univers, d'écriture, de texte dans lequel il pouvait obtenir une concentration maximum. Et c'est sûr que quand une phrase commence, écrite de cette manière-là, et qu'il l'amène d'une seule courbe jusqu'à la fin, ça demande une mémoire extraordinaire, mais d'autre part, c'est au prix d'une concentration qu'on peut, semble-t-il, obtenir en écrivant de manière aussi petite. On ne peut pas revenir en arrière. Je pense que ça c'est assez essentiel. En fait, on ne peut pas revenir en arrière dans l'écriture même, donc si on écrit de cette manière-là. Donc il n'avait pas, en fait, il avait écrit d'une manière aussi étroite, n'est-ce pas? Il n'y avait pas le moyen d'intervenir sur son propre texte. Ah oui, donc, on ne peut pas mettre dans la marge entre les lignes. Pas de correction entre lignes, non. C'était pas possible, en fait, c'était pour maintenir justement cette linéarité, mais aussi le flux de l'écriture. Et comme tu viens de dire, n'est-ce pas, il y a cette concentration sur l'acte de l'écriture lui-même. Donc en fait, c'est un acte d'écrire et c'est pas uniquement un jet, et c'est loin d'être l'écriture automatique dont on parlait également à l'époque. C'est bien le contraire, je dirais. Oui. En dehors de ce caractère de matrice de textes qui seront publiés plus tard, et Walser, dans certains textes, parle du fait que est-ce que je vais publier ou pas. En fait, cette attitude enfantine de gribouillage, de vagabondage, est-ce qu'on peut pas aussi la lire finalement? Est-ce que c'était pas simplement un laboratoire de pensée? C'est-à-dire le texte déconnecté de sa lecture, simplement une pratique du crayon et de la pensée littéraire presque pure peut-être. Certainement, et je pense qu'il y avait aussi une fonction, en fait, une sorte de gueuloir, comme ça, de rester privé, justement, un espace qui n'était pas du tout destiné à être... une discrétion... Oui, c'est un gueuloir très suisse, hein. Oui, donc il était assez grossier, donc il pouvait être assez grossier, donc il y a aussi des microgrammes avec des termes, notamment aussi dans le dialecte pernois, qui sont assez rudes, pour le dire comme ça, mais là, il était bien conscient que ça ne pouvait jamais être publié, donc effectivement, ça avait aussi un peu, laboratoire de pensée, bien sûr, mais aussi un peu un espace de liberté où on pouvait se laisser aller comme on voulait, quitte à rejoindre par la suite, donc, de nouveau, en fait, les formes ou les thématiques qui étaient quand même plus ou moins censées être
publiable. Donc. Parce que Marion Graff parle dans son petit texte d'écriture expérimentale. Hein, c'est ça que vous dites. Oui, pour moi, ce type d'écriture tient aussi d'une sorte d'ascèse ou de discipline d'écriture, vraiment d'un écrivain ultra professionnel qui vit uniquement pour écrire et qui doit constamment se maintenir dans l'inspiration. Alors, le meilleur moyen de s'y maintenir, c'est effectivement de pratiquer l'écriture d'une manière systématique. Je pense que chaque jour, c'est difficile de le savoir avec précision, mais il écrivait plusieurs heures par jour. Quand il sortait, il errait beaucoup dans Berne à cette époque-là. Il en rapporte toutes sortes d'observations à partir desquelles il élabore ses textes. J'ai l'impression que tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il atteignait, il le modelait, il le travaillait, il l'élaborait sous forme de texte. Tout lui était prétexte à écriture, au fond. De là, après, justement, l'extraordinaire liberté d'expérimentation qu'il a. Oui, c'est à quoi je voulais en venir. Oui, il y a une extraordinaire liberté qui lui peut être permise par le crayon, comme vous le disiez tout à l'heure, une liberté formelle, thématique, et vous ajoutez, mais moi je peux pas juger de ça, linguistique. Oui. Hein, avec l'usage d'un allemand pas tout à fait aux normes, d'une langue orale, de certains dialectes bernois, etc. C'est ça. Oui, bien sûr, il s'émancipe totalement des formes reçues. Je crois que là, l'usage du dialecte, par exemple, qu'il a établi dans ces textes-là était très original. En fait, tu peux mieux situer où on en était par rapport à l'usage du dialecte dans la littérature à cette époque-là. Mais j'ai très nettement l'impression que pour Walser, il en joue de manière parfaitement consciente et lucide, comme d'une sorte de jeu de rôle. C'est-à-dire que quelquefois, il se met en position de celui qui nous parle une langue bizarre et incompréhensible, et puis il nous explique noblement que tel mot, ça veut dire cela pour un public probablement allemand, de langue allemande. Ou bien alors, ça lui permet aussi de donner à certains passages un coloris vraiment étrange, et étranger aussi. Il ne s'agit pas de pittoresque, en tout cas, dans son usage du dialecte. C'est ça, oui, pas de pittoresque ou de régionalisme. Non, pas du tout. Oui. En fait, bien le contraire. Et je dirais encore que la langue elle-même, en fait, est mise en scène. Et donc, la langue elle-même devient source d'inspiration. Donc, le processus de création littéraire, donc la traduction, pour ainsi dire, de ce qu'il a perçu dans son environnement, de ce qu'il a lu, de ce qu'il a vu, en fait, tout ça est amené dans un langage qui lui-même se nourrit par la suite. Donc c'est quelque chose qui le met peut-être aussi dans ce contexte de l'avant-garde, de mettre en scène le langage lui-même et d'aller au-delà, c'est-à-dire de ne pas suivre les normes, de ne pas rester dans les normes, par exemple, de la langue écrite, mais d'essayer une sorte d'oralité seconde, ou bien justement d'intégrer des éléments absolument hybrides, polyphones, donc d'ailleurs aussi du français, qu'il a beaucoup aimé et qu'il a aussi maîtrisé plus ou moins. Donc, tout pour dire, en fait, c'est le langage en tant que tel qui devient la propre inspiration de l'écriture. Si on rentre un peu dans les textes, on se rend compte que une des caractéristiques, mais il y en a beaucoup d'autres, mais disons la caractéristique qui nous époustoufle le plus, peut-être, c'est la réflexivité. C'est cette façon de mettre en cause le récit lui-même en parlant du récit dans le récit. Et je m'étais dit que, et en lien avec la liberté, un des textes magnifiques s'appelle L'araignée verte. Il dit ça très très bien. Il dit, donc c'est le début donc il faut dire quoi, de la petite prose, de la prose. Il pouvait avoir été 2 heures de l'après-midi dans un appartement meublé avec le luxe le plus extrême et le tout capitonné de pur damas. Il n'est pas question que je sache vraiment ce que c'est que le damas, il suffit que j'ai chippé quelque chose à ce propos dans un livre. C'est magnifique de ma part d'avouer cela avec une telle liberté, une telle franchise, et puis de déposer sans autre forme de procès une araignée verte dans ce logis, car elle vient de me tomber sous les 7 sens toujours à ma disposition, encore qu'il m'arrive pour mon plaisir de faire le bouffon, de me draper en quelque sorte dans le velours de la déraison la plus distinguée du moment que parfois la saine raison m'assomme. Or, il advint que l'araignée verte dans la toison avait la couleur des lions, etc. Et c'est ça, cette liberté. C'est une liberté réflexive, c'est-à-dire une liberté de mettre entre parenthèses le fait même du récit, du narrateur, du lecteur lui-même. On pourrait même dire que cette araignée, donc on s'est permis de classer cette araignée comme une sorte d'animal de compagnie de l'écrivain, n'est-ce pas, de bestiaire. En fait, elle est aussi un peu une sorte d'allégorie de cette créativité, n'est-ce pas, qui se permet justement de parachuter, pour ainsi dire, un sujet tel quel dans un contexte effectivement littéraire. C'est beaucoup pensé chez nous, ça avait
beaucoup pensé au hérisson de Chevillard. Hein, c'est le même type de... Pourquoi pas, justement, oui. On trouve des hérissons ici ou là, je crois, d'ailleurs, chez Walser aussi. Des porcs-épics, oui, aussi. Oui, donc c'est notamment pas les animaux domestiques commodes, en fait, c'est toujours quelque chose d'un tout petit peu dérangeant. Donc, notamment cette araignée verte, n'est-ce pas, c'est quand même pas très commode et pas très habituel. Donc, il invente un décor, c'est-à-dire, en fait, le décor est donné par un mot, de Damas. Et puis, après, donc, si on a dressé ce décor, on peut en planter quelque chose qui est comme l'inspiration elle-même. Et puis c'est ça, cette araignée verte, donc, qui va nous accompagner à travers tout le texte. C'est une sorte de leitmotiv. Mais en fait, et d'auto-ironie. D'auto-ironie, justement. Parce que le fait de célébrer sa propre liberté est quand même le comble. Tout à fait. Donc, la réflexivité, juste pour revenir à ça, peut-être encore, elle est effectivement un des traits marquants de cette prose. D'ailleurs, ça a commencé aussi plus tôt chez Walser, mais effectivement, donc ça devient de plus en plus important dans cette prose des années bernoises. Et je pense que c'est aussi un fait, ou c'est lié peut-être à ce système du crayon dans une certaine mesure, parce que Walser s'anticipe aussi en tant que lecteur de son propre écriture. En fait, il y a toujours le lecteur qui est mis en scène dans le texte même. Ce n'est pas des textes hermétiques proprement dit, c'est des textes qui sont en dialogue avec eux-mêmes. Avec lui-même et le lecteur. Et donc, ça donne cette réflexivité à tout propos. Marion Graff, vous aviez envie de lire un... Oui, là, juste à propos de cette auto-réflexivité et de cette liberté qui donne au langage de le conduire dans son récit, un des textes commence comme ça. Les mots que je m'apprête à prononcer ici ont leur volonté bien à eux. Ils sont plus forts, plus puissants que moi, et je crois bien qu'ils ont envie de dormir, ou qu'il leur plaît de ne pas être ce qu'ils sont, comme s'ils pensaient que coïncider avec eux-mêmes manquait de sel. Inutile de les réveiller, ils ne réagissent pas à mon debout. Et de mon côté, bien sûr, je trouve qu'il y a autant d'esprit que de beauté singulière, à me trouver pour ainsi dire incapable de connaître mes mots, etc. etc. Donc, il se laisse guider par les mots, et effectivement, dans certains textes, on voit qu'un mot en engage un autre, et puis qu'il est comme en train de suivre passivement ce que le langage lui impose. Mm-hmm. Parce qu'un des traits frappants, c'est que c'est une sorte de... Alors ça rappelle beaucoup de souvenirs pour nous, par exemple Flaubert, quoi. C'est une littérature sur rien, ou sur le rien, ou à partir de rien. Et donc c'est sans doute ça, pour une part, qui génère la réflexivité. Il y a un autre texte... Donc vous avez un des problèmes, c'est que ces petites proses n'ont pas de titre, hein, donc vous avez titré avec les premiers mots de chaque texte. Donc c'est « Enfin il se passait quelque chose au moins ». Bon, je pourrais trouver une autre formulation. Je n'ai d'ailleurs sous les yeux ici que le morceau de papier qui recueille mes lignes et aucune autre contrée particulière. On écrit très lentement ici, pour aller dans votre sens. Mmh. Mon imagination, pour l'instant, manque d'imagination. Un peu de vie est entrée avec son personnage de papier, etc. Donc, il accepte le fait qu'au fond, il ne se passe rien. Même quand il parle de paysages, par exemple. Les paysages qui nous fait voir. On a beaucoup parlé de Walser promeneur, mais en réalité, c'est des paysages mentaux, des paysages qui sont truffés de clichés, d'emprunts, à la culture universelle, on peut dire. Et il s'amuse à jouer avec ça. Et c'est un peu un cliché, on a l'impression, le cliché du promeneur ici. Oui, à cet égard de Walser paysagiste, les textes concernant Paris sont assez beaux. Ils sont complètement immatériels. Il n'y a pas beaucoup de paysages de Paris. Non, il n'est jamais venu à Paris. Il part vraiment de souvenirs littéraires. En même temps, il installe presque un décor de conte de fées. On n'attend plus que certains personnages qui viendraient... Ou de mauvais films. Ou de mauvais films. Enfin, je veux dire de choses toutes faites, de clichés. De choses toutes préparées, et en même temps, on n'est pas complètement dans le cliché. C'est-à-dire que l'accumulation de tout ça fait que ça ouvre un espace parisien assez étonnant aussi, qui pourrait être le décor d'une nouvelle ou même d'un roman. Oui, Paris est déréalisé au profit d'une construction littéraire très élaborée, au fond à partir de ses réminiscences, en particulier de Stendhal. Il aime beaucoup Stendhal, mais bien d'autres encore. Mais aussi des éléments triviaux, n'est-ce pas? Donc effectivement, il y a la trivialité dans ces paysages, mais aussi dans justement le cliché de Paris. Mais il en parle aussi. Donc il dit qu'il a vu des films qui en fait traitent de Paris, qui se jouent à Paris, etc. Oui, donc c'est le décor. Vous dites qu'il est question d'un Lubitsch, non, c'est ça? Ouais. Donc en fait, j'ai tort de parler de mauvais cinéma. Donc le trivial pour lui n'avait rien d'étrange. En fait, ça faisait quand même partie aussi de son
de son environnement. Et donc d'ailleurs aussi pour la littérature des kiosques de la gare, comme on a souvent cité, utilisé, etc., c'est pas uniquement en fait quelque chose qu'il veut tenir à distance, mais c'est pour lui de nouveau une sorte de source d'inspiration quitte à aller à travers et au-delà. Donc je trouve pour Paris c'est tout à fait la même chose. En fait, entrer dans cette ville qui pour lui était une ville imaginaire, en fait c'est pour la traverser aussi. Donc c'est clair, elle est meublée aussi de clichés à gauche et à droite. Mais pour revenir à la question des descriptions, c'est très très extraordinaire parce que il y a de magnifiques descriptions, quelquefois des comparaisons, des métaphores très brèves, très belles, etc. Et puis tout de suite, il y a une dénégation parce que c'est tellement difficile d'échapper aux clichés, à ce qui s'est déjà écrit, et en particulier à la puissance de la grandiloquence et au lyrisme du romantisme allemand, qu'il s'arrête lui-même et que beaucoup des descriptions sont des manifestes esthétiques et poétiques pour dire voilà, moi je ne fais pas ça, je refuse la grandiloquence, et en particulier il y a une prose magnifique, il vient de recevoir le livre d'un poète, plus ou moins ami, allemand, qui lui demande s'il peut faire un compte-rendu. Et ça le met dans une colère folle, sans doute. Et donc il répond à ce poète. Et il y a comme ça une prose qui est un manifeste esthétique contre ce qui reste du romantisme en Allemagne et de la grandiloquence allemande, non ? Le romantisme est toujours présent chez lui, en fait, notamment aussi dans la période viennoise, avant donc la période bernoise. Donc en fait, il véhicule tout ce qu'il a lu et il le tient. Mais justement, pour lui est une trahison, c'est qu'il y a des écrivains qui veulent encore et qui prétendent encore de pouvoir continuer dans le style romantique au XXe siècle. Et pour lui, ça c'est le problème. En fait, on l'a trop souvent assimilé au mouvement néo-romantique. Pour lui, c'était juste le contraire, c'est dire en fait aller au-delà. Il s'est quand même vu comme quelqu'un de très contemporain, voire de l'avant-garde. Donc, de toute façon, des styles du XIXe siècle, même s'il les respectait de toutes parts, comme lecteur, qu'il les admirait, il ne les a jamais imités. Donc. Vous vouliez lire quelque chose à ce propos, Marion Grave ? Oh, mais je pense qu'il a une plume d'une verve satirique extraordinaire aussi. Justement, on peut jamais l'enfermer en fait dans un certain type de lecture parce que lui-même nous devance chaque fois dans l'ironie qu'il peut apporter à ce qu'il a lui-même produit. Et par exemple, là, je pense à un texte que je trouve très féroce qui s'appelle « L'Emily s'était acquis une certaine réputation de douceur en fréquentant les music halls et les salons où l'on boit du café, et en y promenant un doux visage avec lequel, comme on l'aura compris, il affriandait et embobelinait les dames. Dommage seulement qu'il ait jugé bon avec tout cela d'accorder également une portion de tendre attention aux tartelettes aux fraises et aux tartes aux abricots. » Et à ce poète qui lui écrivait, il écrit « Bien entendu, au cours de ma lecture, vos envolées poétiques m'ont inspiré le plus grand respect, mais je vous avouerai qu'à mes yeux, il y a les effusions et la musique si audacieuse de votre esprit dans ces effusions, quelque chose de dépassé, de crépusculaire. J'y adore l'absence. J'y déplore l'absence du petit, du quotidien, dont le fourmillement produit un reflet du monde, car, n'est-ce pas, cher monsieur, aujourd'hui, brusquement, nous sommes tous devenus très petits. » Et c'est vrai qu'il y a, comment dire ça, oui, un manifeste esthétique en permanence, quoi. Il explique en permanence ce qu'il fait tout en le faisant. Il s'auto-commente, mais il ne faut pas, et ça c'est le problème aussi, ou bien la richesse justement de cette démarche, en fait il n'y a jamais une sorte de métatextualité, c'est-à-dire en fait un niveau de commentaire qui pourrait se dissocier du niveau du texte lui-même. Donc tout est imbriqué, donc il peut effectivement se couper la parole et effectivement passer à un niveau supérieur, pour ainsi dire, aussi à un niveau de l'autodérision, mais d'autre part, ça c'est vraiment le niveau primaire, pour ainsi dire, donc tout est commentaire, pour ainsi dire. Par exemple, il y a ce style, cette prose qui s'appelle style, et qui se termine par une description, une revendication du fait qu'il a lui-même un style et que c'est beaucoup, virgule, peut-être. Et ça, c'est presque, comment dire, une autodéfinition, c'est-à-dire il affirme quelque chose de lui-même et puis il le dénie tout en étant ironique. Voilà. Et ça, c'est quand même très très valzérien, je trouve. Pourtant, effectivement, avec toutes les prudences nécessaires, en fait, je trouve que ce microgramme-là, sur le style qu'il a d'ailleurs
ce texte-là, on le sait, il a voulu le vendre à un journal pragois, et puis eux, ils n'ont pas voulu, mais il y avait une copie honnête donc, de ce texte, donc il y avait un titre style. Et là, il donne quand même des définitions, pour ainsi dire, ou des bribes, des amorces de définition de son style à lui que je trouve très important. Donc, il définit style comme quelque chose qui est justement constitué de deux versants. D'une part, se laisser aller, donc se donner libre cours, etc. Et d'autre part, de la contrainte, donc de ces cadres matériaux, de ces normes, etc. Donc, qui sont également nécessaires parce qu'autrement, il n'y a pas de style. Donc, en fait, uniquement le dualisme, ce mouvement, ce frottement entre les deux crée un style. Mais vous avez bien raison, à la fin, donc il ne veut plus pas de tout avoir dit le dernier mot sur son propre style avec ce texte. Donc il n'y a pas de dernier mot chez Walser. Ou par exemple, il dit l'absence de prétention est une arme, peut-être l'une des plus étincelantes qu'il y ait au monde. C'est quand même une autodéfinition à la fois, très orgueilleuse et très modeste. Voilà. Il a une posture comme ça, il me semble, non? De dire beaucoup de lui-même en disant peu. Il y a une méfiance de l'emphase très forte, c'est-à-dire qu'il y a une inspiration romantique qui est là, quand même. C'est-à-dire qu'on sent que il est issu de ça, et en même temps, toute l'emphase, il s'en défend, il s'en méfie vraiment pour aller vers l'humilité, vers une plus grande modestie de l'écriture. Même ici ou là, on trouve des choses chez Walser où il se méfie du métier d'écrivain, c'est-à-dire du succès, etc. Il veut être au contraire dans une certaine discrétion. Tout à fait. Mais pour moi, ce qui me pose problème, en fait, c'est comment citer Walser. Justement, si on détache ces phrases, il y a des phrases absolument magnifiques dans ce territoire de crayon, en fait, qu'on pourrait se mettre, je sais pas, encadré quelque part dans les murs. Il faut dire, je fais une parenthèse, que c'est une traduction magnifique de Marion Graff. C'est vraiment très très beau, quoi, très léger, très étincelant. Ouais, ça serait aussi un sujet encore, il faudrait peut-être en revenir. Mais juste pour fermer l'autre parenthèse, le problème des citations, n'est-ce pas, si on isole ces phrases, en fait, ça devient déjà quelque chose qui est peut-être trop figé. En fait, ça commence à avoir une sorte d'aspect universel, moralisateur, qui, en fait, arrête un mouvement qui, pour lui, doit continuer. Donc, il n'y a jamais un dernier mot, comme je disais avant. En fait, il n'arrive pas... Il corrige toujours. Donc, en fait, justement, la correction ne peut... est certainement imminente et qu'une phrase paraît assez finie, accomplie, il y a la suivante, et cette suivante va démentir d'une certaine manière ou corroborer un peu, ou bien justement le contraire, elle va peut-être en fait subvertir la phrase précédente. Une autre chose qui est étonnante dans ces petites proses, c'est la revendication de réalisme qui va de pair, je trouve, avec la revendication de modestie, d'absence de prétention, etc. Et le réalisme, ça va avec le fait, par exemple, de parler de l'argent. De parler de la vraie situation des vrais écrivains qui sont obligés de gagner leur vie, justement dans ces fameux textes aux poètes allemands. Et cette façon de dire, voilà, je n'ai pas beaucoup d'argent, je me débrouille pour en avoir, et je ne peux pas faire semblant de faire abstraction, dans un monde idéal, il me semble. Oui, je crois que c'était aussi la situation réelle de Walser, puisque par exemple beaucoup de microgrammes sont écrits sur des retours, des factures, sur des attestations d'honoraires versés, bordereaux d'impôts. Disons, la comptabilité de Walser est très présente dans les microgrammes. Et quelquefois, il y a évidemment un jeu entre le support et le texte lui-même. Mais il faut peut-être aussi souligner encore, contre toute légende, peut-être la face réaliste donc, de ces textes. Il y a un texte sur les ouvriers, la situation des ouvriers, aussi la situation mentale des ouvriers, que je trouve assez extraordinaire. Et vous le trouvez convaincant ? Il est contradictoire, il est provocateur, donc c'est un texte qu'il n'a jamais publié de son vivant, qui n'était certainement pas politiquement correct. C'est un texte assez bizarre de mon avis, mais je trouve qu'il a quand même quelques phrases, il y a des phrases que je trouve assez intéressantes, même d'une actualité assez choquante, pour le dire comme ça. Je ne sais pas si tu pourrais en lire encore. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se pose la question, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser à un Walser très solitaire, etc. En fait, il est vraiment concerné par les questions de son époque. Est-ce qu'il est tant que ça, vous croyez? Il y a quand même les textes où il y a un texte où il est question de Émile Zola et de l'affaire Dreyfus et de Sacco et Vanzetti, mais à part ça, et des ouvriers, comme vous dites, mais à part ça, le monde, la politique, etc., c'est quand même pas au cœur de
ses préoccupations aussi. Certainement pas le politique en tant que tel, mais il y a tout ce qui est idéologique, ces crispations de son époque. En fait, le nationalisme naissant, par exemple, là, il n'y a pas simplement de passage. C'est clair, ce n'est pas un discours politique direct, et ce n'est pas du tout le discours de l'écrivain engagé. Walser s'est bien distancé de ça, mais je trouve qu'il y a une autre forme de sensibilité à des discours, justement, parce qu'il était sensible au langage. Et je pense que le langage, donc il a trouvé quand même qu'il a rencontré quotidiennement dans les journaux où il écrivait, mais en fait qui étaient justement les voisins de ses propres mots dans les journaux où il publiait. Il était aussi d'ailleurs un grand lecteur de journaux. Ce langage même véhiculait toute son époque. Et pour moi, c'est quand même un point assez important. Donc, Walser n'aurait pas pu se passer de cette source d'inspiration, même justement si c'était pour y prendre des distances. Vous vouliez... Est-ce que vous voulez... Bon, oui. Si vous voulez, je peux vous lire juste un ou deux extraits de ce texte qui s'appelle « Ce qui peut-être caractérise le mieux notre époque ». Donc c'est la première phrase du texte. « Ce qui peut-être caractérise le mieux notre époque, c'est le mépris de soi que l'on a inspiré aux travailleurs. Il n'accorde pas une once de valeur à ce qu'il fait, et ne cesse en revanche de baies d'envie et d'admiration devant le farniente, les fêtes et la belle vie. À ses yeux, celui-là seul est vraiment digne du nom d'homme qui peut se permettre une oisiveté illimitée. » Et un peu plus loin, « On n'a pas le droit de l'accuser, ni la moindre raison de le redouter. Il est le bouffon des conjonctures, l'esclave du marché mondial, travaillant à des millions d'exemplaires. Qu'est-ce qu'on lui chante depuis des dizaines d'années, sinon la rengaine de l'esclavage du salaire? Il sait ce qu'il est et se comporte en conséquence. » Etc., etc. Donc on a l'impression là d'une grande sensibilité à ces problèmes-là. Et Walser continue en disant que le travailleur, c'est une façon de parler, qu'en fait il parle de la société entière dans ces termes-là. Sur les questions sociales, mais aussi sur les questions historiques, des fois l'histoire fait retour dans ces textes. Il y a un texte très très énigmatique qui commence ceux qui l'habitent, qui lui donnent son nom, ont quelque chose de velu. Et en fait, il va parler d'une fosse aux ours que Lénine serait venu visiter. Ça vous fait rire? Et il aurait trouvé de l'intérêt à ces ours qui ont de la lenteur, mais aussi une grande détermination, ce qui aurait influencé. Mais un peu plus loin, il dit que les Suisses sont proches des ours, ou non? Oui. Alors l'ours, c'est un personnage récurrent aussi. On sent qu'il aimerait être ours à certains moments, à la fois un petit peu pâteau, bonhomme tranquille et avec beaucoup de force intérieure. Bon, c'est l'animal emblématique de Berne, n'est-ce pas? Donc la fosse aux ours, etc. C'est un lieu touristique aussi. Mais je pense que c'est, comme vous le dites, n'est-ce pas? En fait, Lénine était à Berne pendant l'époque. D'ailleurs, Walser aurait pu le connaître. Bon, il ne l'a pas croisé. Il y a une fameuse anecdote inventée de Max Frisch à ce propos, mais ça c'est une parenthèse. D'une rencontre entre les deux? Oui, donc une rencontre imaginaire donc entre les deux, entre Lénine et Walser. Mais je ferme la parenthèse pour dire en fait que donc c'est pas une reproduction donc à l'échelle de l'histoire, bien sûr que non, n'est-ce pas? Mais c'est d'introduire des éléments assez étranges dans l'histoire, dans des endroits connus. Et il y a d'ailleurs aussi un texte publié, mais de la même époque, où il fait rencontrer Guillaume Tell et Lénine aussi, n'est-ce pas? Donc, juste tout pour dire, en fait, la mise en scène, c'est toujours du théâtre littéraire, bien évidemment, peut aussi servir à une sorte de satire politique. Il nous reste 2 minutes, ce serait bien si vous nous lisiez un texte ou un extrait de texte pour terminer, qu'on en entende un tout petit peu plus longuement. Bien, peut-être, il faudrait lire, de mon avis, il faudrait encore lire un texte où il parle quand même de tout ce qu'il cache aussi dans ses... L'optimisme aussi, hein. L'optimisme, non, mais qui est un faites texte comme très vous court. aviez... Oui, j'en avais prévu un. Voilà. Je confesse d'ailleurs bien volontiers ce détail qui me caractérise, à savoir qu'en écrivant, j'ai tu, pour ainsi dire, pas mal de choses, et cela sans la moindre préméditation. Car comme écrivain, je formulais de préférence ce qui pouvait n'être pas trop ardu, pas trop délicat à dire, le plus facile, tandis que tout ce qui était difficile, je le gardais en moi, quand je sortais vaquer à ce qui m'a occupé ici, certes fugitivement seulement, selon ce qui semble être mon habitude. On a encore 1 minute, donc vous pouvez nous en lire encore un. Oui, Arnaud? L'optimisme est une chose magnifique, on est au cœur du processus walserien, là.
Je sais pas, je le lis. Oui. L'optimisme est une chose magnifique. Voilà la réflexion que m'a inspirée une voix retentissante qui sortait de la bouche d'un promeneur. Cette voix avait un je ne sais quoi d'arrondi. Une jeune fille m'a fait observer que j'étais en train de faire un détour. Je lui ai dit « Ce n'est pas en allant droit au but qu'on trouve la vie, mais dans les détours. C'est lorsqu'on nous distrait de notre but que nous pouvons le sentir et que nous sommes en mesure de montrer, à la rigueur, que nous ne l'avions pas perdu de vue et que nous disposions donc d'une certaine force de caractère. » Quelques pierres tombales se dressaient dans un pré, c'étaient des tombeaux de famille. Comme ils avaient l'air isolés, aucun regard humain ne semblait s'être posé sur eux depuis longtemps. C'était beau de ma part, donc, de les remarquer. Je suis passé devant une église. Le pasteur était peut-être en train de prendre le thé en famille. Il n'était pas exclu que le matin même, il ait prononcé un sermon impressionnant. Pour un promeneur, se montrer en tout temps aimable et correct à l'égard de tous ceux qu'il rencontre suppose de la grandeur d'âme. Les gens sensibles me comprendront. Et quant aux insensibles, ou peu sensibles, ce n'est pas pour eux que j'écris, heureusement, et de toute façon, ceux-là ne lisent pas mes articles. Voilà, on a parlé aujourd'hui de Robert Walser, Le territoire du crayon, microgramme, traduit de l'allemand par Marion Graff, choix de texte et postface par Peter Utz. Ce livre est publié aux éditions Zoé et on peut signaler aussi de Peter Utz, Robert Walser, Danser dans les marges, donc un livre sur Walser qui est lui aussi publié aux éditions Zoé. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 3 avril 2003.